J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me gonfle, ok ? J'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se reprenne. Bonjour à tous, vous écoutez Du Biscuit, le podcast qui vous parle d'éducation aux médias et l'information. Comme toutes les semaines, je suis accompagné de Martin. Bonjour Martin. Salut Rémi. L'image au centre de cet épisode, puisqu'il sera question aujourd'hui de photojournalisme. Tout d'abord avec la séquence médiatique de la semaine et une photo qui a fait en quelques heures le tour du monde. Cette photo, c'est celle du petit Elan, une photo devenue icône. Deux invités cette semaine pour nous parler de photographie. Nous rencontrerons Bertrand Godillière, photographe et membre du collectif Item, ainsi que Rémi Bouquet-Deschaux, journaliste et membre lui de la Fondation Varenne. Au programme également un coup d'œil sur le site AFP Making of et des conseils pour décrypter et analyser les images. La photo qui choque le monde. La presse européenne s'empare de ces terribles clichés érigés comme symbole de la crise des migrants. Elan, 3 ans, avait quitté la Syrie avec ses parents et son grand frère pour fuir la guerre. La mer a rejeté son corps sans vie sur une plage turque. Le bateau a chaviré avant d'atteindre la Grèce. Son père est le seul rescapé de la famille. Prise en août 2015, cette photographie, vite baptisée par les journalistes photo du petit Elan, s'affiche à la une de toute la presse mondiale, en début août. Les principaux JT reprennent l'information, comme on vient de l'entendre, avec cet exemple daté du 3 septembre de France 3. C'est la photojournaliste turque Nilüfer Demir qui a pris ce cliché. Le petit garçon, rappelez-vous, short bleu, t-shirt rouge, allongé, il semble paisible sur la plage, les vagues de la Méditerranée venant lécher ce petit corps noyé. En quelques jours, l'onde médiatique se propage mondialement et même le pape François, dans une homélie prononcée quelques jours après la diffusion, reviendra sur l'événement. Le cadavre de ce petit garçon est devenu une image icône. Bertrand Godillière, photographe et membre du collectif lyonnais Item, revient sur la fonction de ces photos qui, même si elles masquent parfois le travail de fond des très nombreux journalistes sur le terrain, permettent au grand public, à tout le monde en fait, d'être mieux sensibilisé à une question particulière. C'est une image qui est d'une lecture simple, qui va susciter une grande émotion, et c'est une image simple qui résume une situation complexe. Et je crois que elle a véritablement cette fonction, la photo du petit Elan, puisque elle va sensibiliser l'opinion publique à la question de la migration et à la question du désastre de la migration et du nombre de morts qui peuvent survenir en Méditerranée. Et ce qui est intéressant aussi après de leur dire, c'est que comme beaucoup d'images icônes à un moment donné, elle va avoir une fonction sociale et politique qui va faire que on va s'engager pour traiter cette question-là politiquement. Et puis il y a des citoyens qui vont s'engager suite à la vue de cette image, et c'est notamment le cas sur la jungle de Calais, puisque l'image est publiée, si je me trompe pas, en août 2015. En septembre 2015, on constate que sur la jungle, qui était jusque-là animée par des bénévoles essentiellement français, on a à peu près 70% de bénévoles anglais qui se disent ce n'est pas possible de laisser faire, de ne rien faire, de rester les bras ballants, il faut qu'on s'engage, on va s'engager à la frontière. La frontière pour nous, où elle est aujourd'hui, elle est à Calais dans la jungle, on s'engage dans la jungle. D'autres photos avant celle d'Elan sont devenues les symboles d'une situation particulière ou d'une tragédie. Tu voulais revenir sur les utilisations que l'on peut faire à travers quelques exemples. Oui Rémi, car ces photos devenues icônes, presque tout le monde s'en rappelle. Souvenez-vous, un homme minuscule qui se tient debout, fier devant une colonne de chars. C'est en 1980, la place Tiananmen. Cet homme, dont on n'a jamais connu le nom, ni le sort, ni le destin, va devenir l'incarnation de cette jeunesse chinoise qui se révolte à l'époque contre le pouvoir communiste. Une autre époque et un autre symbole, Martin, la petite fille vietnamienne brûlée au napalm en 1972. Oui, prise juste après le bombardement au napalm de son village, au Vietnam, cette photo en noir et blanc aurait, dit-on, précipité la prise de conscience du monde entier, ou en tout cas du monde occidental, des horreurs de la guerre du Vietnam menée par les GIs américains. On y voit Kim Phuc, 9 ans, brûlé, qui court au milieu d'autres enfants, apeurés et hagards. En pleurs, la petite fille écarte les bras et semble se diriger droit vers le photographe.
Pour chaque conflit ou situation dramatique ou historique, on retrouve de telles photos. Oui, quasiment. En fait, chaque décennie, avec ses lots de conflits, de crises, qu'elles soient crise sociale ou crise, une guerre, crise de famine, on va retrouver des telles photos symboles. On peut penser à Raymond Depardon, sa photo d'un homme sur le mur de Berlin en 89 qui crie sa liberté, toujours en noir et blanc. On le voit crier, se découper sur le ciel. Ou celle de Marc Ribou, la photo d'une jeune fille prise à Washington en 1967 qui va avec un œillet devant les militaires qui ont leurs fusils, ou encore plus récemment en 1993 la photo de Kevin Carter, cette petite fille avec un vautour. On en reparlera dans Du Biscuit de cette petite fille avec ce vautour. À chaque fois, ça nous résume une situation, ça permet à tout le monde de prendre conscience de la situation. Et bien sûr, dans des ateliers d'éducation média, dans des discussions, dans des débats, on peut l'utiliser. La photo icône, elle va nous permettre d'analyser l'image. On verra dans cette émission comment on peut, en quelques mots, analyser une image avec quelques possibilités, quelques outils assez simples. Et puis, bien sûr, on peut débattre de la situation sur le terrain, par exemple, pour savoir ce qui se passe au Soudan en 1993, que veut dire le mur de Berlin, parler de la commémoration lors de l'édification du mur ou de sa destruction en 89. Bref, toutes ces photos, elles sont accessibles sur Internet. On peut s'en servir pour les analyser, mais aussi pour, bien sûr, provoquer le débat sur des situations parfois très très complexes. Rémi Bouquet-Deschaux, journaliste et membre de la Fondation Varenne, nous raconte comment il a été amené à travailler en zone rurale grâce à la photo. Il revient sur la genèse de l'une des dernières opérations menées par la Fondation. J'ai été contacté il y a 3 ans avec Philippe Page, le directeur général de la Fondation. On a été contacté à Paris par un monsieur qui est cantalien d'origine, très attaché à sa région et qui demandait comment on pouvait travailler autour d'Albert Monnier, qui était donc un des grands photographes, quelqu'un d'original et qui pratiquait une photographie qui était bien à lui aussi, on va dire. Bon. Et puis nous, on voyait pas trop ce qu'on pouvait apporter dit comme ça, mais l'éducation aux médias, c'est toujours aussi une façon d'entrer en relation avec les gens, ou du moins de répondre positivement à des projets. Donc moi, j'ai simplement dit, il y a bien un collège dans votre région, donc c'est la région de Condat-en-Feigné, juste pratiquement à la limite du Puy-de-Dôme. Et j'ai dit, si vous avez un établissement scolaire, l'angle d'entrée de nos relations, ça va être celui-ci. Alors, je résume, effectivement, on a reçu un très bon accueil, c'est un collège dit rural, c'est-à-dire il y a une 60aine d'élèves, une 12aine de profs, donc on est vraiment dans quelque chose de très particulier. On a dû bien se plaire parce qu'on a commencé une première opération avec un camarade retraité que j'ai entraîné dans l'aventure, Pascal Charéron, qui était photoreporter à la montagne. On a commencé à travailler à la manière d'Albert Monnier, donc il fallait définir ce qu'était la manière d'Albert Monnier, etc. Donc on travaille en noir et blanc, enfin bref, avec des petits gamins de 6e qui avaient pratiquement jamais vu un appareil photo de leur vie. Quelques-uns un téléphone, mais sans plus. Et on travaille pas avec le téléphone, je pourrais m'en expliquer. Donc on a commencé, et ça au bout d'1 an, donc on y est allé quelques fois, et au bout d'1 an, ils ont réalisé une exposition. Et l'année d'après, on nous a redemandé, les 6e étaient devenus des 5e, mais il y avait d'autres 6e qui arrivaient, et ainsi de suite. Et donc on est en train de mettre en place la 3e année, on a commencé la 3e année, donc avec les 6e du début. Et là, cette année, on travaille sur le portrait, avec toujours le même principe de monter une expo à la fin alors ça, c'est le collège qui s'en occupe. L'année dernière, il y avait les 50 ans du collège, donc le sujet de reportage, ça a été le collège sous toutes ses formes. On s'est bien amusé. D'ailleurs, on a vraiment fait du reportage à l'intérieur du collège. Et on a aussi un financement de la DRAC pour réaliser un document, je suis en train de finir de l'écrire, une sorte de vade-mecum justement pour que à Saint-Malo, à Lille ou à Marseille, on puisse s'emparer de cette affaire-là et monter un projet de cette veine. Alors ça peut là aussi s'adresser à un centre social, à des adultes. On peut reprendre Albert Monnier comme référence ou un photographe local. Je suis vraiment en train de le construire comme étant quelque chose d'utilisable, on va dire, partout. Rémi Bouquet-Deschaux a animé de nombreux ateliers d'éducation aux médias et à l'information pour la Fondation Varenne, une fondation créée en 1988 dont il nous détaille les engagements.
avec l'aide aux journalistes et au journalisme, mais l'éducation aux médias spécifiquement, c'est vraiment une caractéristique des actions de la Fondation. Donc on a mené beaucoup de choses depuis ce temps-là. Et dans tous les domaines de la presse, en particulier dans la presse de proximité, puisqu'on a un tropisme particulier avec ce type de journalisme, mais aussi beaucoup d'actions en matière de photos, et puis un peu dans la radio aussi, et pas mal aussi dans le domaine de ce qu'on a appelé les journaux d'école. Bon, c'est plus vaste que ça, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que l'éducation aux médias n'est pas uniquement cantonnée dans le domaine scolaire. Quand on parle des enfants ou des plus jeunes, ça concerne aussi d'autres types de structures, les centres sociaux, enfin tous les centres culturels, etc. Mais aussi quelque chose qu'on n'a pas assez développé parce qu'on peut pas tout faire, on n'a pas le temps, mais en direction des adultes, et en particulier des plus âgés d'entre nous. Il y a pas mal d'actions à mener autour de ça, mais pour l'instant, voilà, on peut pas tout faire. On est une très petite équipe et essentiellement bénévole. Reconnue d'utilité publique, la Fondation Varenne, du nom d'Alexandre Varenne, le fondateur du journal La Montagne, remet chaque année les prix Varenne pour la télé, pour la radio, pour la presse écrite, pour la presse magazine, participe aussi à la réflexion autour de la formation des jeunes journalistes et des écoles de journalisme, et puis, bien sûr, elle parle d'éducation aux médias. Alors, si vous avez envie de regarder ce qu'elle propose, si vous avez envie de soumettre des partenariats, rendez-vous sur le site de la Fondation Varenne. Dans ces missions, on voit un certain nombre de concours, notamment avec par exemple un concours pour la biodiversité, www.fondationvarenne.fr. Dans cet épisode spécial photojournalisme, Martin, tu as choisi de nous parler du site internet de l'AFP, AFP Making Of. Oui, en fait, c'est un blog qui est hébergé par le site internet de l'AFP et qui nous parle des coulisses de l'information et du photojournalisme. Ici, on a le ressenti, le rapport, l'angle de vue du photographe qui a pris tel ou tel cliché, avec bien sûr une explication, où il se trouvait, quelle était la situation. Ça peut être une photographie tout simplement de sport, avec par exemple une conférence de presse de Didier Deschamps, où on apprend comment la communication de l'équipe de France avait été verrouillée véritablement pendant la dernière Coupe du Monde, mais aussi des photographies de scènes de guerre ou des photographies parfois beaucoup plus joyeuses, puisqu'on n'a pas que des photographies de conflits, de guerre ou de famine dans le photojournalisme. Et sur le site AFP Making Of, tu as choisi une photo qui a fait beaucoup parler d'elle lorsqu'elle a été diffusée le 1er mai 2017, la photo d'un CRS transformé en torche humaine. Oui, c'est d'ailleurs aussi devenu une photo icône à ce moment-là, lors de cette manifestation du 1er mai qui se déroulait à Paris en 2017. Eh bien, on voit un CRS qui a été touché par un cocktail Molotov et qui devient une véritable torche humaine. Alors, derrière cette photo icône, on a quand même plusieurs questions qui se posent. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est le photojournaliste lui-même, Zakaria Abdelkafi de l'AFP, qui nous parle de la manière dont il a travaillé avant en Syrie et ce qu'il a aidé pour prendre cette photographie d'une violence extrême lors des affrontements qui se sont déroulés pour la manifestation du 1er mai à Paris. Il nous explique comment il se trouvait là, pourquoi il a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. À chaque fois, vous savez, c'est l'histoire d'être au bon moment, au bon endroit et d'appuyer, de déclencher l'appareil photo au bon moment. Des critiques se sont élevées sur cette photo en disant que elle avait un peu masqué les véritables revendications des manifestants, puisque on ne parlait plus que d'elle. Et on ne parlait plus que de la violence supposée d'un certain nombre de manifestants, ou voire de casseurs. On en reparlera, je pense, dans Du Biscuit. Quand on utilise ces termes, manifestants, casseurs, c'est un petit peu la même chose quand on utilise des termes terroristes ou résistants. Il faut faire très très attention. En tout cas, Zakaria Abdelkafi, le photographe de l'AFP qui a pris cette photo de ce CRS en flammes, nous explique tout sur Making Of, et des photos commentées, vous en avez tous les jours, c'est extrêmement intéressant. On a d'autres photos, ça nous permet de voir la séquence entière, puisque la photo on l'a choisie toujours dans un certain nombre de prises de vue qu'on a fait lors d'un événement. Et sur ce site internet AFP Making Of, c'est une mine d'informations pour tous ceux qui voudraient travailler autour de la photo d'actualité. On retrouve Bertrand Godillère qui évoque les manières d'aborder à l'école
en famille ou dans les médiathèques, cette société de l'image dans laquelle nous vivons? Je crois qu'il faut l'aborder par petites touches, c'est-à-dire qu'on peut pas l'aborder de manière globale. Par exemple, cet après-midi, on va parler de tout ce qui est narration par l'image et de la question du paratexte, de la légende et de la fonction de la légende et de ce qu'on peut faire en travaillant à partir d'une image, ce qu'on peut faire avec des mots, ce qui finalement est à la portée des bibliothécaires qui n'ont pas forcément une énorme culture de l'image, mais de leur faire se rendre compte que avec la culture qu'ils en ont, déjà on peut travailler et on peut mettre en avant à la fois la construction formelle de l'image, donc ce qu'ils vont voir, l'information qui va s'en dégager, et puis en même temps tout ce qui est de l'ordre du hors-champ qui va être développé à travers la légende, et puis aussi montrer que parfois la légende, quand on y rajoute d'autres choses que de l'information, ça parle de nos propres représentations et plus du sujet qui est abordé. Et pour finir par de la pratique, tu voulais nous donner quelques clés pour analyser une image. Et oui, parce que vous l'avez compris en écoutant le photographe Bertrand Godiliard, on vit dans un monde de l'image, que ce soit des photos partagées par chacun sur les réseaux sociaux. Vous savez, le tonton Marcel ou alors le dernier inscrit sur les réseaux sociaux qui se partage un selfie, des publicités, de la communication, des campagnes électorales. On a de l'image partout. Alors, il faut quand même donner quelques petites clés pour l'analyser. C'est pas toujours très simple, mais si déjà on peut parler des auteurs, de l'angle, du point de vue, c'est quand même intéressant. Et puis, vous l'avez entendu, Bertrand Godiliard nous rappelle qu'une photo de presse, une photo en général, doit être accompagnée d'une légende. C'est ce texte qui permet d'identifier facilement les 5 W. Rémi, tu sais ce que c'est, les 5 W, tu t'en rappelles? Oui, c'est what, where, who, when... Et on en oublie toujours un, mais toujours un. C'est pas grave, ça nous permet de savoir, c'est en anglais bien sûr, on a les mêmes en français, où a été prise la photo, quand a été prise la photo, par qui, dans quel contexte. À chaque fois, il faut qu'il y ait ces informations, une photo va avec un paratexte. Ces informations, alors elles sont essentielles, mais elles sont aussi parfois absentes. Comment peut-on faire pour continuer tout de même l'analyse ? Oui, parce que des fois, on ne trouve pas cette légende sur Internet. Vous allez sur un réseau social, une photo est diffusée, pas de légende, pas d'auteur, on ne sait pas ce que c'est. On peut tout de même regarder, analyser cette image. Alors bien sûr, on va parler de composition à ces moments. La composition, c'est la manière dont les éléments sont agencés dans la photo. Il y a bien évidemment une question de cadrage, ça tout le monde y pense en réalité, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est le photographe qui fait le choix de ce cadrage, c'est-à-dire d'exclure ou d'inclure des personnages, des éléments qui peuvent parfois éclairer d'une manière différente. On parlera également des lignes de force qui vont structurer la photo, de quelle manière se situent ces lignes, est-ce qu'il y a un point de fuite qui donne une idée de perspective. Bien sûr, on pourra parler des couleurs lorsque c'est une photo couleur ou des nuances lorsque c'est pris en noir et blanc, des détails, autant d'informations qu'il va falloir lire, identifier et interpréter. Et quelles applications pratiques peut-on faire avec l'image ou la photo en éducation aux médias et à l'information ? Comme on l'a vu tout au long de ce podcast, on peut bien sûr travailler de multiples façons l'image. Tout simplement faire de la prise de vue. Des petits appareils photo, des smartphones, des téléphones, tout le monde en a un, hop, on part en reportage, on décide de quelles photos on peut prendre, on les regarde, on les commente, on les critique. On a aussi tout ce qui est critique de l'image. Ça, c'est facile à faire avec des adultes. On utilise ces photos icônes ou d'autres photos de l'actualité ou celles qui font la une de la presse. Comme ça, on est tout de suite en rendez-vous avec l'actualité. Bien évidemment, il y a un petit exercice que moi j'aime bien, c'est un exercice de légendage. Vous avez des photos de l'AFP, par exemple, que vous pouvez prendre sur Internet ou d'autres photos, des photos d'actualité, et puis vous copiez les vraies légendes et vous demandez à des groupes de formuler de fausses légendes, mais qui pourraient paraître probables. Et puis après, on échange autour de cela. Ça nous permet de savoir si on est capable, en un coup d'œil, et puis après, en plus longtemps, d'analyser et d'interpréter correctement ces photos, parce que là aussi, on a le souci, Rémi, est-ce que je partage ou est-ce que je partage pas des photos sur les réseaux sociaux? Et parfois, il faut quand même prendre quelques précautions, un détail, une tenue, un arrière-plan, un personnage qu'on n'avait pas vu tout de suite, eh bien, peut-être qu'on ne partage pas parce que on n'est pas sûr du tout de la source ni du véritable événement qui s'est produit sur la photo. Est-ce que tu aurais un exemple, Martin ?
Oui, alors pour tous ceux qui voudraient regarder le travail d'une journaliste qui a été primée, un journaliste qui a reçu un prix d'éducation aux médias aux Assises du journalisme de Tours dans la catégorie éducation aux médias en 2018, vous pouvez aller sur le site de Manon Aubel et voir le travail qu'elle a engagé autour de la photo et de la vidéo par les jeunes dans un quartier de Paris, dans un quartier d'Île-de-France, lors d'une résidence de journalistes. On vous conseille d'aller voir ces photos. On vous donne rendez-vous très vite et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur lechantier.radio. Merci beaucoup Martin. Je t'en prie, à très bientôt. Vous pouvez retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous.